Bon, Kylian, bonjour. Salut. En tout cas, merci beaucoup de me recevoir, de nous accorder cet entretien ici au cœur de la vallée de Chamonix. On est avec toi et avec ta petite fille, Ilvali, la petite dernière, la sœur de Maj. Kylian, c'est ton grand retour sur l'UTMB, puisque tu étais venu la dernière fois en 2017. Cette année, tu as fait des 4 courses mythiques qui sont pour toi très mythiques. Zegama, la Hard Rock, Cerzinal, et on te revoit ici donc sur la ligne de départ à Chamonix. Comment tu as géré cette préparation pour faire l'enchaînement? En fait, la préparation, du coup, ça a été un gros bloc généré avant Zegama. Donc, un bloc avec pas mal de volume et de l'intensité. Et puis, après Zegama, du coup, j'ai fait encore 3 semaines avec beaucoup de distance. Donc, beaucoup de distance, autour de 200 km par semaine. Mais jamais des longues sorties, jamais des sorties de plus de 30 km. Et ça m'a permis de faire l'endurance pour une 100 miles, mais de garder une peu de vitesse pour l'après. Et après, en fait, après Arrock, ça a été récup, puis une semaine de 170 km pour revenir un peu sur un bon entraînement. Et puis après ça, Cerzinal, donc je faisais plutôt de l'intensité de cours. Et après Cerzinal, donc récup et puis un peu juste des petites sorties avant l'UTMB. Donc en fait, la préparation, ça a été surtout avant Zegama et avant Arrock. Et après Arrock, ça a été plutôt récup et petite séance. Maintien de la forme. Oui, maintien, ouais. Ok. En 2008, il y a 14 ans, tu gagnais ton premier UTMB, 2008, 2009, puis 2011. En quoi l'athlète que tu étais quand tu avais 21 ans, c'est ça, il a changé par rapport à aujourd'hui, mis à part qu'il est père de famille? En quoi ça a changé? Comme athlète, je pense c'est plutôt... Je pense avant, j'ai fait beaucoup de compétitions, donc des saisons à 30, 40, 50 courses, entre ski et été. Et aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, donc j'arrive à mieux m'entraîner. Donc ça, c'est une différence, à mieux m'entraîner, donc je peux arriver à performer mieux sur les courses que je fais. Après, c'est sûr qu'en récupération, aujourd'hui, ça met plus de temps qu'avant. Et en tant que compétiteur, je pense qu'avant, c'est vrai, je cherchais plutôt le résultat. Aujourd'hui, c'est plutôt la compétition, c'est plus la motivation pour essayer des choses à l'entraînement. Donc le résultat, finalement, c'est pas si important, c'est plus un objectif, un prétexte. C'est un prétexte pour voir si c'est que je voulais essayer l'entraînement ou la forme de le faire, ça marchait ou pas. Ouais. Voilà. Et on en parlait un petit peu avant, c'est aussi ce résultat à Cerzinal, en fait, il te satisfait complètement puisque c'est ton deuxième meilleur chrono que tu aies jamais fait là-bas. Même si tu termines 5e, ce qui est une très bonne place au regard du plateau qu'il y avait cette année, toi, tu étais content de ça, de cette préparation? Oui, j'étais content de la préparation. En fait, j'étais la semaine avant Cerzinal, les chronos que j'ai fait dans les parcours d'entraînement et ça, j'étais mieux qu'en 2019. Donc, je faisais des super bons chronos. Et après, tu vois, Cerzinal, la course, j'étais pas bien. Je ne sais pas si c'est à cause du... en fait, Emilie, elle a eu le Covid cette semaine-là, donc peut-être j'étais en train de lutter quelque chose ou avec la chaleur. Mais non, même si j'étais pas bien dans la course, le chrono c'était top, donc ça veut dire que j'étais en très bonne forme. Ouais. Ok, en 2017, tu viens ici pour faire deuxième derrière François. C'était une des éditions les plus relevées. Est-ce que cette année, après avoir fait le même enchaînement qu'en 2017, tu avais fait Marathon du Mont Blanc, Hard Rock, Cerzinal et ici, est-ce que tu vas aborder la course différemment en termes de stratégie? Je pense surtout 2017, en fait, j'étais fin de saison, c'était avant, il y a eu aussi l'Everest et tout, donc j'étais vraiment défoncé. J'arrivais ici, tu vois, c'était un peu, j'arrivais, je sais pas comment. Et cette année, je pense, je me suis mieux préparé, je suis plus frais. Après la course, je pense, ça dépend au niveau stratégique, comment ça va aller, la météo, il y a plein de choses, donc j'ai pas préparé aucune stratégie, je pense que ça va être en fonction de comment on part, des conditions. Et
Mais oui, j'espère arriver un peu plus frais que 2017 en tout cas. En 2017, tu es venu ici, tu as terminé deuxième après cet enchaînement un peu identique. Tu nous disais que tu étais sans doute fatigué de l'Everest et d'une saison aussi en ski alpinisme chargée. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir en 2022? Est-ce que tu viens cette année chercher la 4e victoire, un peu comme François l'a fait l'an passé? En fait, cette année, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de dire est-ce que je suis capable de performer sur des courses courtes et longues en suivant une après l'autre. Et donc, l'objectif, c'est sûr que si j'arrive à gagner la course, ça va être une confirmation de que l'entraînement, la gestion de ces 4 courses, elle était bonne. Après, le résultat, n'importe comment c'est, je pense que si j'arrive à faire une belle course, c'était un peu ça qui m'intéressait de dire. J'ai fait 2 longues, 2 courtes, et puis chercher des courses compétitives. Donc, cette année, sur du court, Zegama, Serginal, je pense que c'est des courses où il y a plus de densité sur du court. Et sur du long, avec François sur la roque, et puis à l'UTMB, il y a toujours là une grosse densité. C'était plutôt ça qui m'a fait choisir ces courses. Puis c'est des courses ouais. C'est mythique. Ouais, c'est mythique. T'aimes aussi te battre. Ouais, te battre. Ouais, il y a ça, il y a le niveau compétitif sur toutes les 4. Ouais. On le disait, tu es 2 fois papa avec les deux petites filles. Tu as une nouvelle marque, de nouveaux partenaires avec notamment Coros. Est-ce que tout ça, pour toi, c'est plus compliqué à gérer qu'il y a quelques années où tu étais dans un team, tu avais un peu tout venait un peu naturellement et puis tu n'avais pas la vie de famille, les responsabilités que tu as aujourd'hui? Bon, c'est tout des priorités et c'est comment on s'organise. Donc, avec Émilie, on est assez cadré avec tout. Donc, on s'organise les entraînements. Il y a un qui fait le matin et puis l'autre s'occupe des filles et puis l'après-midi on change. Et après le travail, donc soit pour un normal ou soit... Bon, après j'arrive pas à tout faire, donc si je vais passer du temps avec les filles, puis m'entraîner, puis travailler avec normal, je sais que tout ce qui est médias, tout ce qui est tout ça, il faut que je coupe, donc j'en fais pas beaucoup. Et après de l'autre côté, le travail c'est surtout les soirs en fait j'ai fait, et puis après il y a des sorties tranquilles que du coup je suis avec les oreillettes à faire des meetings ou des trucs comme ça, mais en fait c'est bien savoir là je suis avec les filles, si je suis avec les filles là j'ai fait travail, là je m'entraîne, bien s'organiser. Je pense que c'est plutôt côté logistique et puis ouais, être plus efficace à chacune des choses. Ouais, je pense que c'est plus ça. Et justement, ce changement de un peu partenaire, un peu d'organisation, parce que ça a un peu changé des choses, est-ce que c'était pour toi aussi un nouveau challenge et essayer d'aller changer, d'aller plus loin que ta zone de confort qui pouvait peut-être être un petit peu confortable avant, non? Peut-être, mais je pense non, c'est pas venu comme ça. Je pense, bon, la vie familiale, c'est une chose naturelle qui vient, tu vois. Et après, par rapport au changement des marques, c'était plus... ouais, j'avais envie de faire des choses différentes. Puis je voyais ouais, qu'on pouvait faire des choses différemment. Et puis pourquoi pas. Tu pouvais réussir aussi. Ouais. Bon, déjà, je voulais continuer à être un athlète, donc pas enlever du temps à l'entraînement. Mais le reste du temps que j'avais, donc à savoir qu'est-ce que je fais. Donc avant, c'est sûr que si j'étais avec Salomon, donc là, beaucoup de cet autre temps, c'était pour faire des choses, soit la promotion, soit des médias, tout ça. Et aujourd'hui, donc ces temps-là, j'ai voulu soit le dédier à la fondation, soit le dédier à Normal, donc plutôt à la construction. Ouais. Ok. Donc justement, on avait aussi un petit peu lu dans certains médias qu'à moyen terme, tu voulais plutôt diminuer les longues distances pour passer sur des plus petites distances et peut-être retourner aussi sur des projets en Everest. Est-ce que tout ça c'est d'actualité ou est-ce que tu veux continuer encore quelques années avec ce format un peu comme en 2022? En fait, j'en sais rien. Mais ça dépend d'année. En fait, faire du long, du court, ça ne change pas tellement, je pense. Ça dépend un peu de la motivation de chaque année. Mais c'est un peu, pour moi, je vois un peu la même chose. C'est compétition, je dirais. Et après, si c'est du long, du court, ça dépend un peu de la motivation de chaque année. Et les projets, oui, en fait, j'ai envie de faire des projets en montagne. Donc, c'est pour ça aussi que je vais faire moins de courses, déjà pour passer plus de temps en famille, moins voyager. Et après, ouais, garder peut-être un projet montagne tous les ans, tous les 2 ans.
Et donc un peu comme ça, ouais. Mais bon, continuer à faire des courses, la compétition, c'est une très belle motivation pour s'entraîner déjà. Et puis c'est une façon de voir si, ouais, de voir un peu le niveau, commenter. Mais surtout, ouais, je pense que ça, c'est une façon de valider si les entraînements vont bien. Tu as Ouais, toujours cette envie d'aller te battre et d'aller défier les adversaires et le chrono, même si parfois ils te battent, tu as toujours cette envie, en fait, t'aimes ça. ouais, j'aime bien la compétition. Ouais, ouais, mais j'aime beaucoup l'entraînement et essayer des choses nouvelles. Donc du coup, ouais, tant que tu le fais, tu fais la compète, quoi. Ouais. Justement, on voyait des projets qui ont été faits, et tu en connais un avec lequel tu as couru, Charles Duboulos. Tu as des projets avec un garçon comme ça qui lui, parle peut-être un jour de revenir dans le monde de la course à pied. Ouais, en fait, on a discuté, mais on n'a jamais discuté de faire le projet ensemble. Mais lui, il fait vraiment de l'alpinisme technique, c'est incroyable en fait son parcours. Tu vois, il vient de l'athlétisme, du ski alpinisme, et il est devenu l'un des meilleurs alpinistes au niveau technique avec bon, les ascensions comme ils avaient fait ici au Joraz en solitaire ou au Chamblin en Himalaya. C'est vraiment de l'alpinisme technique. Et ouais, ouais, je sais pas, peut-être dans le futur on va faire quelque chose ensemble, mais c'est pas, ouais, on n'a pas discuté. Ouais. On parlait tout à l'heure de consacrer un peu plus de temps à la fondation, Kilian Jornet Foundation. Est-ce que tu peux nous réexpliquer les grandes lignes et les actions concrètes que tu mènes à travers cette fondation? Donc ouais, la mission de la fondation, c'est la préservation des environnements de montagne. Et pour ça, ouais, on peut l'aborder de beaucoup de façons différentes. Et nous, on a choisi trois lignes différentes. L'une, c'est l'éducation. Donc, c'est faire des projets éducatifs, soit avec des enfants. Donc, on travaille avec des écoles à mener différents programmes pendant l'année. Donc, 3 à 4 moments dans l'année. Donc, des semaines qu'on travaille ensemble avec des écoles et on fait des projets pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans tous les enjeux climatiques, aussi découvrir la nature à côté, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, l'année dernière, par exemple, on a travaillé avec une centaine d'écoles, donc avec 1500 étudiants, à faire ces différents projets. Puis après, il y a un peu l'éducation ou la vulgarisation avec des adultes, donc on fait des projets de sensibilisation. Et là, il peut y avoir par rapport au monde du sport. Donc, on a une plateforme pour que des organisateurs, des marques, des fédérations puissent mettre des actions qu'ils font en commun et s'inspirer des autres. Et aussi, on a un podcast et une série de ressources pour des sportifs, mais pour tout le monde finalement, pour apprendre, pour Qui sont des écouter. outils pédagogiques. Oui, des outils pédagogiques. On fait des interviews avec des scientifiques, des experts de différentes thématiques, et comme ça, on met de la science devant. En fait, on pense que pour avancer dans ouais, ce pour projet. avancer, il faut déjà comprendre, et c'est avec les scientifiques qu'on fait ça. Donc ça, c'est la partie plus éducation. On a une autre partie qui est plus de recherche scientifique, donc soit aider financièrement ou en communication à différentes recherches scientifiques. Donc sur la neige, sur la biodiversité, on est en train de faire des différents projets au niveau local et européen sur ça. Et puis il y a une autre ligne que c'est plutôt des actions un peu plus directes. Donc là, on peut faire soit des actions de nettoyage, soit des actions de sensibilisation. Non, là c'est plus sensibilisation, c'est éducation, on dirait. Et là c'est plus soit une action que tu vois en avant et après. Donc ça peut être un nettoyage, ça peut être acheter ou des forêts pour préserver la biodiversité, pour planter des arbres. Donc c'est tout ça qui rentre dans tout ce qui est action directe. Et justement, alors j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'avec Xavier Thévenard, qui sera un des grands absents de cette UTMB, que vous aviez prévu d'organiser le dimanche 28 dimanche prochain, ouais. 28 août à 8h45, une fresque sur le climat. Donc est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et où est-ce qu'il faut aller pour y participer? Oui, en fait, Xavier, il s'est formé pour être l'un des animateurs des fresques du climat. Donc il connaît bien la chose. Et en fait, on a discuté juste
il n'y a pas longtemps de dire ça serait bien d'en faire une autour de cette semaine ici, comme il y a tant de coureurs. C'est un événement qui amène beaucoup de monde ensemble et qui nous met aussi en face les contradictions qu'on a comme coureur, comme sport, non? Le trail running ou les sports outdoor en général. Il y a une étude de Paula Wikson de 2018 en Allemagne. En fait, elles étudiaient tous les sports, la plupart des sports et les pratiquants. En fait, les sports outdoor, on a une conscience environnementale plus élevée, mais on a l'empreinte carbone aussi plus élevée. Donc, pourquoi ces contradictions? Comment on peut faire pour changer tout ça? Donc, je pense que cette fresque du climat, ça peut aider ça. Donc, le dimanche après la course, on va se réunir ici à Chamonix dans un endroit et puis on va passer quelques heures avec des différents groupes à comprendre quels sont les enjeux climatiques et comment on peut nous mieux le comprendre et mieux agir dessus pour le sauvegarder. Ouais, exactement. Ouais. Donc rendez-vous sur la page Facebook et Instagram de toi, de Xavier, de la Fondation. Oui, là ils peuvent trouver un lien où il y a pour s'inscrire, c'est gratuit et juste pour bien savoir combien on est et pour être capable d'organiser ça. Justement, on passe maintenant à un peu la troisième phase aujourd'hui de ta nouvelle vie, presque de chef d'entreprise. Tu as créé la marque Normal en début d'année. Enfin, on l'a su en début d'année avec autour de toi Emily, Dakota, Toffol. C'est quoi aujourd'hui ton engagement dans ce projet au-delà de faire ta marque et d'avoir tes produits? Bon, on est deux associés, donc je me suis associé avec la famille Flucha, que c'est les Camper. Oui, c'est Camper en fait. Et en fait, on a vu qu'on partageait la même philosophie au niveau environnemental et au niveau social. Et eux, ils voulaient faire quelque chose dans l'odeur. Moi, j'avais envie de faire quelque chose en matériel, donc c'est parti direct. Et en fait, mon rôle dans Normal, c'est tout ce qui est dans le bord du coup, donc tout ce qui est la prise de décision et tout ça. Et après, on a une petite équipe mais qui est très dynamique. Et après, moi, ce qui m'intéresse le plus du coup, c'est la partie produit, la partie marketing, la partie de responsabilité environnementale. Donc c'est là où je suis plus le jour à jour à suivre l'équipe. Mais après, il faut aussi, j'apprends beaucoup sur la partie commerciale, sur la partie tout ce qui est digital et tout ça. C'est des choses que j'avais pas l'intérêt avant, mais que j'apprends beaucoup et qui ont une importance et aussi il peut y avoir un impact très important par rapport à l'environnement. Donc je suis là dedans, dans le board et après dans les différents projets, un peu ce qui m'intéresse le plus. Et après, là, il y a aussi, comme je cours, donc je suis ambassadeur en même temps, mais je pense qu'on a une très bonne équipe d'ambassadeurs avec Dakota, Emily, Toffol. C'est des personnes qui sont très performantes, mais aussi qui ont des projets, qui ont des sensibilités autour de ça. C'est ça qu'on veut, c'est des athlètes qui veulent courir, qui veulent faire des projets, mais aussi qu'ils peuvent amener cette communauté du trail running, du monde de l'outdoor, à nous questionner, nous faire penser qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir de ces environnements qu'on aime courir, qu'on aime passer du temps. Ouais. C'est un peu un défi, comme tu aimes t'entraîner pour défier un peu des nouvelles courses, là, tu as envie de te challenger, aller voir jusqu'où tu peux aller pour essayer de changer quelque chose dans l'approche peut-être commerciale, aussi fabrication de produits, parce que je crois que tu essaies de tout faire en Europe et le plus proche du marché européen quand même. En fait, il y a toujours des challenges. Je pense qu'à la fin, c'est être honnête. Je pense que ça, c'est le plus important, être honnête, être très transparent de tout ce qu'on fait et être, avoir essayer de changer le status quo. En fait, ça, c'est le plus difficile. Après, il y a plein de choses qui sont importantes et des choses que peut-être il faut renforcer, des choses qui ont plus d'impact. Par exemple, tout ce qui est vêtements, tout ça, on va fabriquer en Europe. Tout ce qui est footwear, aujourd'hui, si on veut avoir des produits de qualité qui durent, en fait, il faut fabriquer en Asie. En Europe, je pense qu'il faut encore ramener le savoir-faire pour avoir des produits qui
qui sont performants et qui durent longtemps. Donc c'est à long terme, je pense, qu'on peut rêver ça. Mais on va se baser sur le principe que la durabilité, c'est la base. Si tu veux avoir des produits qui durent physiquement, que tu puisses les réparer, que tu puisses les garder pendant longtemps, mais surtout une durabilité émotionnelle. Dire, pas faire des collections toutes les saisons, changer les couleurs, changer les matériaux parce qu'il faut sortir un nouveau modèle, mais dire, on va faire des designs qui vont aller bien aujourd'hui et dans 10 ans qui vont aller bien aussi, et pas changer un produit si on ne trouve pas des meilleures matières plus soutenables ou plus performantes. Donc vraiment que penser au produit, un produit c'est quelque chose qu'on doit garder longtemps parce que physiquement ça tient, mais parce qu'émotionnellement on ne sent pas le désir de le remplacer avec une qui est plus nouveau. Et ça c'est là où on aborde C'est nouveau ça par rapport à d'autres marques qui effectivement font des collections 2 fois par an. Tu crois qu'il y a une prise de conscience aussi des autres marques, que vous pouvez aussi apporter cette prise de conscience de se dire cessons un petit peu de surconsommer? Ouais, on sait qu'aujourd'hui le principal problème c'est pas tellement les matériaux, de faire des produits plus avec des matières plus écologiques, ça c'est important, mais la grosse différence ça vient du business model. En fait, une grosse partie du marché, c'est des business models qui sont basés sur la surconsommation. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on peut faire des entreprises soutenables au niveau économique, donc que tu puisses payer les employés, que tu puisses être soutenable économiquement, mais qu'en même temps, ça ne soit pas basé avec la surconsommation. Donc c'est là où il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup penser pour trouver cette solution. Et c'est pas simple, mais je pense que c'est là où on va essayer d'aller. Alors justement, tu es aussi quelqu'un qui compte sans doute plus de 2 millions et demi de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, entre Facebook, Instagram, Strava et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des grands sportifs comme Martin Fourcade qui ont moins de personnes qui les suivent, comme Julien Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme? Martin Fourcade, on n'explique pas son palmarès tant il est immense. Mais est-ce que toi, tu te positionnes comme un influenceur avec ce nombre de followers, ou est-ce que comme plutôt un leader d'opinion avec ses valeurs à vouloir transmettre sur le climat, sur la préservation de la nature et sur l'économie et la façon de consommer? Aucune des deux, je pense. Je suis quelqu'un qui aime aller en montagne et aime partager mes pensées. Mais je pense qu'on a une responsabilité. C'est pas par le nombre de personnes qui nous suivent ou pour l'attention des médias, mais ouais, chaque personne a une responsabilité avec son entourage. Donc cet entourage, ça peut être un entourage proche, donc la famille, les amis, ou un entourage plus grand avec toutes les personnes qui nous suivent. Donc forcément, les personnes qui sont un peu publiques, ils ont un entourage qui peut arriver un peu plus loin. Donc chacun on a une responsabilité avec ça, avec nos convictions. Donc je sais que j'ai beaucoup de contradictions, j'ai beaucoup de choses qui me choquent dans moi-même, mais je vais pas... Ouais, je vais aussi les exprimer et je vais essayer de les réduire. Ouais, les réduire et aussi tout ce que que je peux apprendre en discutant avec des scientifiques, avec des experts, c'est des choses que je vais aussi passer à d'autres personnes. Donc je pense que comme athlète, ma passion c'est aller en montagne, c'est courir, c'est grimper, c'est skier, mais ma responsabilité ou ce que je vais passer, tu vois, aux autres, c'est pas dire ouais, je suis plus fort oui, je suis meilleur que vous parce que je cours plus, mais se dire si j'ai une plateforme aujourd'hui, grâce à ces résultats sportifs, cette plateforme, je pense que c'est mieux de l'utiliser pour passer ses connaissances ou ses opinions que ces résultats. Ouais, que le résultat. Et ouais, tu vois, moi je suis très content avec mon ego. Je pense que j'ai réussi plein de choses. Et je suis d'accord avec. Je pense que ça ne sert à rien de grandir. Donc ouais, j'ai un fils. Donc du coup, j'ai préféré utiliser ces plateformes pour
cette transmission. Ouais. Altruiste, en fait. Oui. Non, c'est pas altruiste, hein, parce que ça, c'est pour nous, quoi. C'est égoïste, tu vois. Si on veut survivre comme espèce humaine, la planète, elle va continuer, tu vois. Le problème, si on dit, il faut protéger la planète, non, la planète, elle va continuer à être là. La planète, les minéraux, ils vont continuer ici. Ouais. Et moi, je veux continuer à skier dans le futur. Je veux que mes filles, elles puissent grimper, elles puissent skier. Ou, tu vois, qu'ils puissent habiter dans cette planète. Donc, c'est très égoïste, la protection des montagnes, la préservation des écosystèmes. C'est une chose qui est très égoïste. Donc, c'est pas altruiste, mais c'est égoïste parce que j'aime faire ces activités. Je veux continuer à les faire. Et j'ai envie de le partager et de profiter de ton audience pour faire savoir ça, plutôt que beaucoup d'humilité en fait dans ce que tu veux faire aussi. C'est du sens commun, quoi. Je pense c'est du bon sens. C'est du bon sens. Ouais. Aujourd'hui, tu as 34 ans. En 2030, tu auras 42, 43 à peu près. Ouais. Tu t'imagines comment à 43 ans, donc en 2030, entre ta vie de famille, le business, la montagne, tes enfants, tu vois comment Kylian Jornet en 2030? Bon, j'irai plus doucement, ça c'est sûr, j'irai plus doucement dans mes performances, elles vont être pas comme aujourd'hui, mais je pense que j'espère pouvoir continuer à courir, pouvoir continuer à grimper, faire des montagnes, faire des choses. Je pense que ça c'est... Moi, le mot retraite, c'est une chose que je ne comprends pas. Ou si tu aimes une chose, tu vas continuer à la faire plus rapidement, plus doucement. Mais je pense que je vais continuer à essayer de faire les mêmes choses, même si c'est plus doucement, quoi, plus lentement. Te consacrer un peu plus à la fondation et à ce combat contre le réchauffement climatique et contre ces excès de déplacement sur les sports outdoor et tout ça? Oui, je pense qu'il faut qu'on se déplace. Et là, ça paraît hyper hypocrite que je le dise, mais en fait, le modèle du sport, c'est basé beaucoup sur le déplacement. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, des méthodes pour que les circuits internationaux, ils demandent moins de déplacement, que la conception de ces compétitions demande moins d'engagement au niveau de voyage. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on se mette dans la table, tous les acteurs, et qu'on dise comment on peut faire pour que ça se fasse. Parce qu'en fait, je pense que tu peux dire on arrête tous complètement de voyager. Je pense que ça serait une utopie, dans le sens que beaucoup de coureurs, beaucoup de jeunes, ils vont pas le faire. Donc c'est mieux que dire tout ou rien, c'est trouver des moyens de réduire cette empreinte. Et je pense que c'est là où les prochaines années, on doit beaucoup agir, à dire comment on peut faire que tout le monde, les élites, les populaires, on fasse plus des courses locales, puis que la course internationale, ça devient une exception. Une finale, comme une finale avec des sélections. Ouais, donc comment on peut faire pour faire ça? Et ça, je pense que il faut ces discussions dans le milieu du trail running. Et c'est valable aussi pour tous les autres sports. Oui, tous les autres sports, mais je pense qu'aujourd'hui, si moi et mon entourage, on a une influence, on a la capacité de discuter, c'est surtout dans ces sports-là. Et j'espère que ça peut inspirer à d'autres sports à suivre. Kylian, merci. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu veux passer du temps en famille. En tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté, ta franchise, ta disponibilité. Je te souhaite juste une bonne course, que tu fasses rêver tous les gens qui vont te suivre, parce qu'il y aura beaucoup de monde ici à Chamonix pour suivre Kylian Jornet, Jim Wemsley et les autres. En général, vous nous faites tous rêver, donc on te souhaite une bonne course et puis à samedi sur la ligne d'arrivée. Merci.